sauter les points. Bonjour, ici Merline et bienvenue dans ce tout premier épisode de La Bulle, notre espace découverte et inspiration. Programme aujourd'hui, les fées, ou le bon peuple, ou le petit peuple. Ils ont beaucoup de noms. Alors bien sûr, quand je parle de fées, ça ne fait pas seulement référence à la représentation la plus classique qu'on en ait, c'est-à-dire celle de petites personnes avec des petites ailes et à moitié walpées. Quand je parle de fées, j'entends bien sûr les fées au sens large. Le peuple fée est composé de nombreuses espèces, très nombreuses espèces, dont certaines déjà éteintes ou d'autres en voie d'extinction. Pas facile d'être une fée. En plus de cela, il est réputé pour sa capacité à manipuler son apparence, voir la réalité. Ce qui rend le petit peuple assez difficile à cerner. Il est important de comprendre que la mythologie en général, y compris celle qui entoure le petit peuple, a reposé pendant de très longs siècles sur une culture orale. La transmission orale des mythes et des légendes qui nous sont parvenus jusqu'à aujourd'hui implique qu'une très grande partie a pu être modifiée, voire pour certaines oubliée. La deuxième chose qui a son importance est de comprendre que le peuple fée est extrêmement vaste. Il va être compliqué de brosser un sujet aussi complexe en un seul épisode, surtout sur un format aussi court que le mien. Voyez dans la bulle plutôt une petite introduction au sujet. Et enfin, une dernière chose qui me paraissait importante à soulever, c'est que le peuple fée n'a pas été seulement entouré de mythes et de légendes. À une époque, c'était des croyances. Genre vraiment. Personne ne disait « Écoute Timmy, si tu vois des feux follets, suis-les et ils te conduiront peut-être à ton destin. » Non, il y a assez peu de chances que ça ressemble à ça. En revanche, il est possible que c'est plus ressemblé à ça. Ne quitte jamais le chemin. Ne quitte jamais le chemin. Et si tu quittes le chemin et que tu vois des feux follets, ne les suis pas. Parce qu'elles vont t'emmener dans un marécage, tu vas te noyer et te faire dévorer. Voilà. Et peut-être parce que les fées ont eu cet impact aussi fort sur nos croyances pendant aussi longtemps qu'aujourd'hui elles ont encore une place aussi importante dans notre culture. On retrouve différents représentants du peuple fée un petit peu partout dans notre culture, que ce soit sur des boîtes de céréales, des jeux vidéo, des films, des livres. Ils n'ont pas disparu. Si vous ne la connaissez pas encore, je vous encourage à vous intéresser à l'affaire des fées de Koniglia. L'affaire concerne deux jeunes filles, Eddie Wright, 16 ans à l'époque, et Frances Griffith, 10 ans, qui ont pris un appareil photo pour aller photographier des fées dans la nature. Oui, elles ont photographié des fées. Si au début les photos restent dans le cadre privé, ça ne dure pas, grâce en grande partie à Maman Wright. Sir Arthur Conan Doyle, il était aussi spiritualiste, ce qui fait qu'il était tout à fait capable d'admettre la possible existence de créatures telles que les fées. Oui, le monsieur qui a créé le détective le plus célèbre de la littérature. Les photos sont décortiquées, expertisées, exposées, bref, beaucoup de personnes pensent que les fées existent, et auquel cas, ces clichés en sont la preuve. Et il y a les sceptiques, pour qui ce n'est rien d'autre qu'une blague faite par deux gamines. L'affaire a une couverture médiatique assez importante pour l'époque. Mais c'est un peu comme tout. C'est un peu comme les ours qui parlent. Et d'un moment, tout le monde s'en fout. Mais de temps en temps, il y a certaines personnes qui reviennent à la charge, reviennent avec des interviews et qui veulent avoir le fin mot de l'histoire. Et tout au long de leur vie, les deux femmes ont déclaré que les photos étaient des vraies. Bon, à partir de là, je vais vous spoiler un petit peu. Et bien sûr que c'était des vrais. Ah oui, les photos étaient vraies. C'est les faits qui les étaient pas. C'est en 1983 que Elsie finit par faire des aveux dans une lettre de 9 pages. 9 pages. Elle déclare notamment que les faits présents sur des clichés étaient en fait un astucieux découpage avec du carton, des bouts de ficelle, de façon à les faire tenir sur le même plan avec elle sur les photos. Le Photoshop de l'époque. C'est une histoire qui a eu son quart d'heure de gloire. Encore aujourd'hui, certaines personnes sont convaincues que les faits présents sur les photos sont des vrais. Et un petit peu comme dans ce cas, l'idée persistante la plus répandue pour les faits, c'est
celle de petits êtres avec des ailes, petits ou grands d'ailleurs, cette apparence un petit peu diaphane, les oreilles pointues, les yeux étirés, et c'est sympa, mais ça limite un petit peu la chose. Comme je vous l'ai dit avant, le peuple fée est extrêmement vaste de par les espèces qui le composent. Certaines histoires décrivent les fées comme étant très belles. Certaines sont tellement belles qu'elles dépassent notre entendement, que leur beauté dépasse la conception de nos sens. Mais l'inverse existe aussi. Les représentants du peuple fée qui habitaient les marécages et qui mangeaient les petits enfants n'avaient pas de jolies petites ailes diaphanes et le corps recouvert de paillettes. Hein. Il existe des choses extrêmement plus dérangeantes, plus effrayantes dans l'univers des fées. Et ça fait un terreau extrêmement fertile pour l'imaginaire. Et c'est parce que j'aimerais explorer avec vous ces aspects un petit peu moins glamour chez les fées que je vous propose ces références. Donc on va commencer avec du soft, avec l'univers féerique d'Olivier Ledroit. Vous y trouverez des aspects très classiques de la fée, avec les yeux, les grands yeux, les ailes diaphanes de toutes les couleurs, etc. Mais vous y trouverez quelques créatures un petit peu plus inquiétantes, comme les jumelles de Cornouailles. Je veux dire, la question de l'amour, on est très très loin, hein. On est d'accord. Elles sont laides. Au niveau de la BD, j'ai hésité. J'ai hésité entre les contes du Korrigan, que j'aime beaucoup, et Korrigans. Il m'apparaissait que si on devait évoquer les aspects les plus sombres du peuple fée, Korrigan était le plus adapté. Donc Korrigans de Mostly et Cibiello, aux éditions Terre de Légende, est une BD qui brille par deux aspects. Son histoire, déjà, qui est extrêmement riche et cruelle. Et c'est une histoire dont je pense que si on se transmettait les légendes à l'époque où les fées étaient encore des divinités et des croyances, les histoires devaient ressembler à ça. Des mises en garde, des choses un petit peu cruelles comme ça, mais pas que. Cet aspect cruel contrebalancé par quelque chose de merveilleux. Les fées sont merveilleuses. Elles appartiennent à un monde que l'on ne peut que toucher avec son imagination. Et la deuxième chose que j'aime chez Korrigans, c'est le dessin. Le dessin y est sublime. Mais pour les scènes un petit peu plus cruelles, avec des créatures vraiment monstrueuses, elles sont monstrueuses. N'essaye pas de vous montrer des créatures lissées à la Disney. Non, elles ont des pustules, elles suppurent. C'est fascinant et c'est vraiment, vraiment très beau. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Après, je peux comprendre que ça puisse rebuter certaines personnes, mais de voir le visage d'un personnage se déformer sous la colère, devenir laid sous cette colère, je trouve que c'est un joli tour de force en dessin et que pas beaucoup finalement en sont capables. Je vais vous parler d'un de mes péchés mignons. La série des Mercy Thompson par Patricia Briggs. Alors, Mercy Thompson fait partie de mes héroïnes préférées. Je veux dire, imaginez une héroïne badass, qui sait se prendre en main, qui travaille, qui est intelligente, sans être une Marie-Sou. C'est-à-dire qu'elle n'est pas parfaite, elle a des défauts, et beaucoup de ces défauts la rendent terriblement attachante. Donc l'univers de Mercy Thompson, c'est de ce qu'on appelle de l'urban fantasy. C'est-à-dire que c'est notre monde, dans une version alternative. Dans le monde de Mercy Thompson, les fées, donc le peuple fée, a fait son coming out, ce qui a engendré énormément de remous dans la société, beaucoup de changements. J'aimerais terminer sur Berserk. Je ne le recommande pas à tous, c'est un manga de Kentaro Miura, et Kentaro Miura est un dieu en ce qui concerne le dessin, c'est vraiment très très beau ce qu'il fait, mais c'est violent. C'est vraiment, vraiment, vraiment très violent. C'est à pas mettre entre toutes les mains. Les faits ont une très grande importance dans ce manga. C'est pas flagrant dans le premier arc, ça l'est plus dans le deuxième, mais c'est vraiment cet aspect très sombre de l'univers des fées. En tout cas, c'est une série qui est encore en cours. Elle est extrêmement riche, elle est puissante, c'est une œuvre majeure dans l'univers du manga, et je vous la recommande, mais pas à tout le monde. Et au niveau des recommandations, on va finir avec les films.
Le premier est un film de Ridley Scott sorti en 1985, c'est Legend. Legend ne brille pas par son scénario, ni par le jeu des acteurs, je vous avouerai. Mais je vous le recommande pour une chose, c'est les décors. Les décors et les costumes. Alors, les costumes, on y reviendra un tout petit peu plus tard. Les décors sont vraiment beaux, particulièrement pour le château du méchant. Voilà, le méchant du film, qui est une espèce de grand cornus, vraiment très rigolo. Et les costumes. Alors les costumes, ce film vaut le coup d'être vu au moins pour un Tom Cruise en mini short avec une espèce d'armure en écaille en train de gambader dans de la neige en polystyrène. Juste pour ça, ce film vaut le coup. Alors, le deuxième film que je vous recommande est Les Prochaudes de Mark Jones, sorti en 1993. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi j'aime ce film. Il s'agit davantage de nostalgie qu'autre chose. C'est un film d'horreur, oui, que j'aime. C'est-à-dire le genre de film sorti dans les années 90, complètement décomplexé, un petit peu stupide sur les bords, mais c'est drôle. C'est drôle. Vous pouvez pas prendre au sérieux un méchant qui fait I'm a leprechaun, my dear. C'est impossible. Et donc, il y a un de mes acteurs préférés depuis qu'il a joué Willow dedans, c'est Warwick Davis. Et enfin, le troisième film que je vous recommande, et un petit peu comme Berserk, je ne le recommande pas à tout le monde, c'est Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro, sorti en 2006. Il est pas drôle, du tout. Il est vraiment très dramatique, mais il est beau. Il est beau. Le scénario est magnifique, les décors sont magnifiques, les costumes sont grandioses, les maquillages, les effets spéciaux, j'adore ce film. Je pense qu'au niveau des références, vous avez de quoi faire et j'espère que je vous aurai aidé à découvrir de nouvelles choses. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.